Donc le débat sera animé comme les années précédentes par Jean-Marie Carlier. Et nous avons invité pour ce premier débat autour des jeunes et du délit Élie Gallon, donc, qui est sociologue, et Serge Soto, qui est un ancien collègue de la PJJ. Enfin, un ancien, c'est toujours un collègue, mais il est retraité. Et voilà, c'est le premier débat qu'on fera donc cette année. Merci. C'est un collègue ancien. Ouais. Okay, hein, d'accord. Ça j'aime mieux. Ah. Vous êtes peut-être surpris parce que, d'abord, j'ai un micro et il n'y a pas de sono, donc c'est parce qu'il paraît que ça fait mieux. Non, c'est seulement parce que vous voyez que c'est un petit peu à titre expérimental, je ne sais pas si ça se refera. Nous avons à présent une télévision associative et participative qui s'appelle O2Zone, hein, qui est sur Salon de Provence et qui était intéressée de pouvoir un petit peu filmer et puis surtout faire quelques interviews après. On démarre tout de suite. Cette soirée, ceux qui étaient précédemment au regard sur l'enfance ont pris l'habitude, mais je resitue juste le cadre très rapidement. Hein. Pas d'estrade, hein, vous avez l'habitude, pas d'estrade, donc ce qui veut dire que c'est la première conférence organisée avec des gens intelligents là devant le bureau, mais aussi des gens intelligents dans la salle. Donc l'idée par définition, c'est qu'ils vont pas parler tout le temps et que une fois qu'ils nous auront fait peut-être un peu mieux comprendre ce sujet et donner leur éclairage, on pourra, et c'est quand même l'essentiel de ce soir, débattre ensemble, essayer, oui, ensemble, peut-être de mieux comprendre ce thème, les jeunes et le délit. Alors, au début, j'avais pas vu que c'était Regard Croisé, que je savais que c'était une soirée organisée par TF1, parce qu'il y en a tous les soirs hein, sur les jeunes et le délit. Donc, je me disais, allez, ça continue. On aurait pu avoir les adultes et le délit, les chefs d'entreprise et le délit, les hommes politiques et le délit, mais on a choisi les jeunes. Hein. Alors, c'est peut-être pas mal non plus, parce que je pense que ça sera peut-être pas traité tout à fait de la même façon que TF1, mais bien qu'on en entende beaucoup parler, on se demande d'ailleurs si c'est pas un délit de jeunesse hein, aujourd'hui auquel on assiste dans notre société. Et donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer ensemble, peut-être de trier un peu dans tout ce qui nous est donné sur la question. Hein. Et je crois que c'est peut-être ça l'apport que aussi bien Élie Gallon que Serge Soto vont nous donner. C'est en même temps quelque chose d'assez concret. En gros, on entend parler de beaucoup de choses en ce qui concerne la délinquance des jeunes, etc., etc. Entre ce qu'on entend et la réalité qu'ils connaissent, quelle différence il y a? Est-ce qu'il y a une adéquation ou pas? Vous verrez que c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Lancer le débat avec deux anecdotes vécues. Et il se trouve que le hasard, il fait peut-être, pour moi, il n'a pas fait bien les choses. Pour vous, oui, parce que je voudrais vous raconter ce qui m'est arrivé avant-hier, dimanche après-midi. J'étais venu chercher ma fille et ma petite fille, parce que dimanche, c'était la Sainte Céline. Ma petite fille s'appelle Céline, ça, d'accord, jusque-là, tout va bien. Sauf que ma fille, qui a l'habitude d'habiter les résidences grand luxe, habite le groupe HLM Les Cailloles. Je suis allé faire de l'essence, et sur la station essence, je me suis fait agresser par deux jeunes. Ils sont cons, ces jeunes. Ça commence bien, je l'avais dit. Et je venais de mettre la carte bleue, tout ça. Bon, bref, je fais mon essence. Toujours très en vigilance de ma part, vous voyez. Et oui, parce que et je m'adapte, parce que comme on vit dans un monde où on voit des ennemis partout, donc je suis convaincu que j'ai des ennemis partout. On fait balati. Je me sens ceinturé à la gorge. Et puis bon, là on fait comme on peut. D'abord, on fait dans le réflexe immédiat. Il bascule par terre, le casque fout le camp, et immédiatement, paf, je lui balance une châtaigne. Et là, à ma grande surprise, je vois un petit môme de 14 ans et demi. Hein. Et à ce moment-là, il y a le grand qui arrive, un peu plus costaud, comme ça, les deux poings, puis il me dit « Laissez-le, laissez-le !» Paf, il en prend une aussi. Et
Alors, je vais peser les mots que je vais dire, mais je vous donne ma parole que c'est ce que j'ai vécu. J'ai lu à ce moment-là, sur le visage des deux mômes, que la trouille, c'est eux qui l'avaient, et pas moi. Ils partent en courant, donc, mais quand même, ils ont gagné sur un point, c'est que vachement plus vicieux que moi. Au passage, ils ramassent, sans que je le vois, la carte bleue, ils me la piquent quand même. Oui, bon. Qu'est-ce que j'ai ressenti sur le moment? La haine. La haine. Pendant quelques minutes, comme dirait le philosophe Edgar Morin, l'émotion envahit la raison. Et je comprends très bien ma réaction sur le moment. J'avais la haine parce qu'en plus, il me cassait la baraque. C'était pas d'avoir perdu ma carte bleue. C'est que ma petite fille a été traumatisée, elle a hurlé, elle a pleuré très fort, et que ça a gâché tout l'après-midi familial. Et là, j'étais pas content du tout. Et j'étais très en colère contre eux. Cette première anecdote pour vous dire que déjà, en essayant de dire un petit peu de là où on est nous, comment ça se passe, le problème de la délinquance des jeunes, je fais déjà un premier lien, c'est pour ça que je cite Edgar Morin, quand l'émotion envahit la raison, où je me permets tout de suite de dire, ce que j'ai ressenti, je l'assume complètement devant vous. Mais depuis dimanche après-midi, j'ai eu le temps de le mettre un peu en travail, et j'ai essayé de mettre un peu de la réflexion et des mots sur la blessure affective que j'avais reçue. Or, on vit dans une société, c'est pas par hasard si on voit de plus en plus disparaître, par exemple, les débats contradictoires au profit des sondages d'opinion qui ne vont solliciter que la réaction émotionnelle individuelle sans aucun échange avec quiconque. Je dis déjà là, danger. Et dans ma réaction, j'ai senti que j'avais non seulement de la colère, mais que pendant quelques minutes, j'ai quand même ressenti cette idée, vous savez, de « Eh zut, il y en a marre de tout ça quand même. Ras-le-bol. Trop c'est trop. » Puisque ça m'est arrivé, et je ne l'ai pas bien vécu, effectivement, je vous le dis. Et puis après, je me suis dit, mais j'arrête pas de rencontrer chez moi où j'habite, il y a plein de cités tout aussi résidentielles. À Toulon, les œillets, ceux qui sont, la Poncette, vous voyez, c'est l'équivalent de la Castellane, la Renaud, Bassès, vous voyez, c'est ça, c'est des endroits très sympas. Et puis je me dis, tiens, c'est bizarre quand même, ras-le-bol, trop c'est trop. Et je me pose la question suivante. Serge, tu as 61 ans, oh merde, tant pis, ce qui est dit est dit. Combien de fois tu as été agressé dans ta vie? Réponse. Ah ben merde, c'est la première fois. C'est la première fois. Et après, je me dis, mais pourquoi, sur le moment, tu as dit ras-le-bol, trop c'est trop, il y en a assez. Ça fait penser au sketch de Palmade et Michel Larocque, qui divorcent. Vous savez, d'abord, ils s'aiment et après, ils se sont aimés. Et dans un des sketchs, ils se sont aimés. Ils sont en train de se partager les meubles, les petites cuillères et tout. Et puis à un moment donné, ça tourne dans la mesquinerie. Et le mari, il dit à sa femme, eh bien voilà, c'est chaque fois pareil. Et sa femme, il dit, chaque fois pareil, ça fait combien de fois que tu divorces, toi? Vous voyez? Pourquoi je dis ça? Parce que le vécu en bas, si déjà, sur les jeunes et le délit, je fais une analyse où je me dis, ras-le-bol, c'est trop, oui, j'ai eu mal. Ouais, ça m'a fait mal sur le moment. Mais en même temps, entendez bien que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Et que rien que cet exemple-là, c'est une invitation forte à essayer déjà de résister à ce que j'appelle cet envahissement de la généralisation abusive, hein, sur les analyses qu'on peut faire. Deuxième anecdote, parce que là, alors les deux petits gamins étaient tous les deux, alors, parlons clair et net, tout noir, très très noir, avec les cheveux très crépus, et l'autre un peu moins noir. Et quand je me suis fait interroger, c'était moins noir comment? Alors moi je ne savais pas dire, j'ai pas trop eu le temps parce que... Et alors, basané, méditerranéen, allez va pour méditerranéen. Mat de peau, très mat de peau.
Bon, ça suffit. Alors, je me disais, où je suis là? Je suis en train de mettre en place quoi, hein, dans l'interrogatoire dont j'étais l'objet, parce que j'étais obligé d'avoir une plainte déposée pour une autre chose, c'est que quand j'ai fait passer par-dessus moi là, le petit, enfin, parce qu'ils étaient avec les casques, mais le casque il a giclé, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il était tout petit. Le casque a giclé, mais le môme, comme j'étais à la station essence, vous savez, le petit clapet qui ferme et qui ouvre l'endroit où on met l'essence, il me l'a complètement tordu et je ne peux plus le remettre, donc il faut que je le fasse changer. Et on me dit, ah, mais si vous voulez faire changer, il faut une déclaration, tout. Bon, d'accord. Alors, comment je suis bête et discipliné, j'ai fait la procédure, j'ai rempli, j'ai fait des autographes de stars, je ne sais plus combien, 15 fois j'ai signé, je sais pas. Bref, voilà. Ça, c'est la première anecdote. J'en ai une autre à dire, et après, je voudrais essayer de les faire parler un peu plus généralement. Que j'ai vécu, et là, le contexte est un peu différent. Elle date de 1995, et ça se passe à Toulon. Alors, le contexte, c'est le suivant. Le maire de Toulon s'appelle Jean-Marie Le Chevalier, du Front National. Vous allez voir, parce que tout ce que je dis, il n'y a rien qui est neutre, bien entendu. J'attends le bus dans un grand boulevard central de la ville. Il est 18h, c'est le mois de mai, et c'est un arrêt où il y a au moins 10 bus différents qui s'arrêtent. Nous sommes donc au moins 50 personnes à attendre chacun sa ligne de bus. Devant moi, 2 petits gamins, tous les 2 maghrébins. Tout est important hein, dans mes termes, et c'est volontaire. Un qui a 5 ans, l'autre 7 ans. Le petit, il a une bouteille comme ça, vide, et il y met des cailloux, jusqu'à ce qu'il en mette jusque-là à peu près. Il ferme avec le bouchon, il prend la bouteille, il la balance très très fort sur les voitures qui passent. Un monsieur derrière moi engueule le gamin. Il dit, il ne faut pas faire ça, tout. La maman des gamins qui est derrière moi de l'autre côté, qui discute avec une copine, appelle 5 fois son gosse, qui a 5 ans à peu près, viens ici. Et le gamin, pas une seule fois, ni il se retourne, ni il regarde sa mère, ni se déplace. Alors vous savez, dans ces cas-là, n'est-ce pas Robert, nous, la déformation professionnelle, c'est TV. Continue comme ça 10 ans, je suis là, dans 10 ans, c'est un client pour nous. Hein. Vous voyez, bon, comme berge comme ça. Et puis, je suis un peu agacé de voir que mon bus n'arrive pas. Je me retourne pour regarder les horaires sur le truc. Et tout d'un coup, j'entends un bruit très très fort, comme si quelqu'un avait ouvert un robinet. Et je me retourne, mais incroyable, mais vrai, le grand, 7 ans, en train de pisser sur le trottoir avec un jet tellement fort qu'il éclaboussait tout le monde. Alors, à toute vitesse, je le prends comme ça, là, je l'amène en disant « Viens, Coco, viens, viens, au moins au bord du trottoir, fais pipi là au bord, si tu n'en peux plus. » Et à ce moment-là, il y a la maman qui me dit « Oh, mais vous arrêtez d'engueuler mes enfants ?» Bon, je la regarde, je dis « Madame, vous avez vu ce qu'il vient de faire votre fils ?» Réponse de la mère. Elle est très châtiée, la réponse. En plus, elle a employé les termes que je vais restituer ici. Mais un chien le fait bien. Pourquoi mon fils ne le ferait-il pas? Manque de bol, elle tombe sur moi, comme on dit à Marseille. Elle m'a dit bonjour, moi je lui dis le reste. Vous voyez. Et à ce moment-là, je lui dis, madame, vous comparez votre fils à un chien? Mais c'est énorme, madame. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Et je n'ai pas le temps de terminer. Je sens la bousculade et je me prends sur la femme, con d'arabe, on va tous les crever, la vermine, et comme ça, plus on en crève, mieux ça vaut. Et je me suis dit, il y a un gambi là, là il y a un gambi comme je fais. Et on fait comme on peut, dans l'immédiateté, dans l'urgence, on fait comme on peut. Mais j'ai eu un réflexe, et je pense que ça a été le bon, je me suis mis un peu en travers et j'ai hurlé, ça suffit, c'est pas la personne qui compte, c'est l'acte. Parce que si ça avait été un petit blond aux yeux bleus, ça ne me plaît pas du tout de la même façon. Et là, ça a opéré un déclic, parce que j'ai parlé de l'acte et pas de la personne. Je crois que c'est ce qui a sauvé la mise à cette femme, parce que, honnêtement, je le dis avec un peu d'humour, mais je suppose que vous imaginez à quel point c'était hyper violent, très tendu, et je le dis très honnêtement, là oui, j'ai eu la trouille. J'ai eu la trouille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le soir, jusqu'à 2 h du mat', on ne dort pas, on gamberge. Et je me disais, mais ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je suis d'accord avec personne. Mais alors,
ni avec les mômes, ni avec la mère, ni avec l'opinion publique représentée par les adultes qui étaient là autour. Et je me suis dit, ça va, je suis complètement marginalisé. Il faut que j'aille voir, je ne sais pas qui, moi, un thérapeute peut-être, pour dire, voilà, je considère que j'ai une problématique subjective individuelle qui est... Vous voyez, bon. Je la joue un peu comme ça. J'espère que chacune et chacun comprendra ici que cette posture de clown, c'est la posture du clown au sens où le nomme le psychiatre Boris Cyrulnik. Hein? Quand on fait le clown, c'est parce qu'on s'investit pour essayer de donner à la forme du message la forme qui nous apparaît la meilleure pour qu'il puisse être entendu. Hein? Ça veut dire qu'on n'en rabat surtout pas sur l'exigence de rigueur et de qualité qu'on doit à l'auditoire. Voilà, parenthèse fermée, mais qu'on sache quand même qu'on parle du lieu où il y a une démarche éthique et un référentiel théorique quand même si c'est dit de la façon dont je le dis. Alors les jeunes et le délit, pour moi, voilà, il y a des choses comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ces deux exemples? D'abord, première chose, c'est la question entre le mythe et la réalité des délits. Parce que on voit bien qu'il y a de vrais problèmes. Moi, je ne les nie pas. Par exemple, on a des chiffres officiels du ministère de la Justice qui disent, voilà, de 1984 à 2004, nombre de jeunes impliqués dans des délits, plus 55%. Il est probablement très difficile de mettre en cause ce chiffre-là. Par contre, je vais en dire deux ou trois autres, et je voudrais essayer d'attirer votre attention pour voir comment la réalité réelle d'en bas n'est pas forcément la réalité qui est distillée un peu au niveau notamment médiatique. Le journaliste de France 5, là, le dimanche, qui faisait l'émission Arrêt sur image, ils ont fait une étude sur l'année 2001-2002, c'est-à-dire l'année qui précède l'élection présidentielle de 2002. Le nombre d'actes de délinquance, alors tous âges confondus, mineurs et majeurs, a augmenté de 7% dans l'année, entre 2001 et 2002. Le nombre d'informations et d'émissions, radio, télé, articles de journaux, dans la même année, a augmenté de 714%. Donc là, je me permets de dire, où est la réalité? Et quand on voit en plus, en boucle, pendant un jour entier, le jour du vote, ce pauvre homme, le SDF d'Orléans, qui s'est fait tabasser par 3 jeunes, je dis attention à cette façon de monter en épingle les peurs. Pourquoi? Parce que dire que le problème n'existe pas, je pense que ce serait de la démagogie. Le problème, il existe. Il est réel. Je voudrais y venir après. Mais le monter en épingle uniquement dans des stratégies qui n'ont rien à voir avec qu'est-ce qu'on veut faire avec ces jeunes, faisons attention à ça. Faisons très très attention à ça. Alors Laura Mukieli l'a dit mieux que moi, mais je voulais déjà attirer votre attention sur 2 ou 3 chiffres, comment on peut les faire parler. Moi, quand j'interviens dans les écoles d'éducateurs, par exemple, vous voyez, les crimes et les délits chez les minots, hein, chez les mineurs. Regardez comment on peut faire parler différemment le même chiffre. Sur 100 actes de délinquance commis par des jeunes, vous en avez 70 qui sont des délits contre les biens, 17 contre les personnes, et 3 des infractions à la législation sur les stupéfiants. Ça veut dire quoi si on prend que ça? Ça veut dire que quand même la majorité des délits ne sont pas des agressions physiques, loin s'en faut. Mais l'honnêteté intellectuelle oblige à dire que le nombre de délits qui comprennent une atteinte à la personne a augmenté considérablement depuis 20 ans et qu'il est passé de 5% à 17%, ce qui fait une augmentation très importante. Et je vais même vous montrer comment il faut faire attention avec le chiffre des crimes chez les jeunes. Les crimes représentent chez les jeunes de moins de 18 ans aujourd'hui 1,6% de la délinquance. C'est très très peu. Mais ils représentaient en 1984 0,1%. Ça veut dire qu'ils ont été multipliés par 16. Comment le citoyen que je suis peut mettre en réflexion et en débat ces chiffres-là? C'est de dire,
je ne peux pas être d'accord du tout avec cette hyperdramatisation, cette théâtralisation, ou alors, c'est que, comme disait l'ancien juge des enfants Denis Salas, toute société secrète des peurs. En général, les peurs, on va les chercher à l'extérieur de la société dans laquelle on vit. Et puis, quand on ne les trouve plus dehors, ben, on se les invente dedans. Voilà. Et alors, il nous faut trouver des ennemis. Alors, si ça peut être aidant pour vous, je vous donne la définition de l'ennemi. C'est la définition de Pierre Desproges. Il y a deux catégories de gens qui ont beaucoup d'avance sur les autres, c'est les humoristes et les poètes. Il faut beaucoup écouter ces gens. Et Pierre Desproges, il dit « L'ennemi est con ». En effet, il croit que l'ennemi c'est nous, alors que c'est lui. Je vous laisse mesurer la force de cette formule. Voilà. Et donc, on se présente, nous, devant vous ce soir, avec cette espèce de contradiction, mais une vraie contradiction. Parce que d'abord, tout n'est que contradictoire dans la vie. Il n'y a rien de plus illusoire de croire que quand on gomme un des deux termes de la contradiction, on va mieux régler le problème. La seule chose qui compte, c'est de se battre pour réduire les écarts. C'est tout. Mais ce n'est pas en gommant une terme de la contradiction qu'on avance. Pas du tout. Ça veut dire quoi le jeûne et le délit dans ce contexte-là? Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Par contre, à le surdimensionner comme on le fait, il n'y a pas qu'un effet pervers, politicien, tout ça, moi ça ne m'appartient pas trop ici ce soir d'en parler longuement, mais il y a un effet pervers politicien dangereux. Ça veut dire que des gens, y compris quand ce n'est pas politique, quand c'est autre chose, ça peut être aussi financier par exemple, on peut avoir intérêt à surdimensionner les choses. Puis vous savez, quand tout le monde a peur de tout, eh bien, on peut rassurer à bon compte. Ce n'est pas par hasard si nous vivons dans une société assurantielle. Exemple concret, aujourd'hui, la ville de Los Angeles, elle compte autant d'avocats que tout le Japon. Et ils sont tous présents, les cabinets d'avocats, devant les cliniques, les hôpitaux, les lycées, les collèges, l'université, et ils proposent leurs services aux gens en disant, au moindre problème que vous avez, on fait un procès. Bon. Alors, la médiation judiciaire, je veux bien, mais à cette dose-là, ça pose sérieusement question sur où sont passées les socialités élémentaires de base entre les individus. Voilà. Alors, comme on ne va pas faire trop long, je balance quelques trucs comme ça, et je vais terminer en disant, pour moi, ça veut dire quoi, cette contradiction? Ça veut dire que je vais vous proposer qu'on discute ce soir à partir d'une autre approche. Et le titre qu'on a volontairement mis avec M. Gallon, qui est très provocateur, éducation ou répression, quelle alternative? J'annonce clairement d'emblée qu'il n'y a rien de plus faux comme titre que ça, parce que le débat, c'est surtout pas entre soit éducation, soit répression. Parce qu'il y a toute la problématique, par exemple, qu'il n'y a pas d'éducation sans la sanction, et je voudrais y venir tout à l'heure en montrant l'importance de la sanction, mais laquelle et comment. Deuxièmement, il y a une question centrale, à mon avis, qui se pose aujourd'hui dans les rapports sociaux, c'est la question de l'autorité.